Il arrive qu'une maladie fasse soudain beaucoup parler d'elle. Les consultations sont alors pleines de patients anxieux qui se demandent s'ils en sont atteints. Ces patients présentent un tableau symptomatique généralement peu spécifique. Pour eux, leur cas ressemble au tableau clinique qu'ils ont trouvé dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Pour vous, l'épidémie semble plus sociale que biologique. Mais il y a un enjeu majeur. Écoutez ces patients pour éviter hostilité et déception à l'égard de la médecine. Pour autant, il faut éviter d'alimenter une hypothèse fantaisiste qui peut conduire à des dérives graves. Plus facile à dire qu'à faire. Le problème vient de ce que ces patients se sont collectivement construit une théorie. Elle a pour eux toutes les apparences d'une théorie scientifique. Ils y adhèrent essentiellement parce qu'ils la partagent et, de ce fait, la renforcent. Mais cette théorie ne tient pas lorsqu'on la confronte à l'ensemble de nos connaissances. Les patients n'y croient que parce qu'ils ne disposent pas de ces connaissances. Sur quoi repose alors cette théorie ? Elle repose sur la ressemblance de ce qu'ils vivent concrètement avec une description abstraite de la maladie. Il se produit alors un effet de boucle par lequel les patients conforment de plus en plus leur ressenti à la description canonique de cette maladie. Ce mécanisme renforce leur conviction. Même s'il n'a rien à voir avec une description clinique impartiale, il agit très puissamment sur le comportement de ces patients. Ce qui importe d'abord, c'est d'anticiper la mise en place de cet effet de boucle. Pour la contrer, il faut construire une théorie plus puissante que la théorie contagieuse. Pour ce faire, il faut d'abord dire au patient tout ce que sa théorie, à lui, n'explique pas. Il faut en même temps lui proposer des hypothèses alternatives plus plausibles, mais sans trancher péremptoirement. Car à vrai dire, vous ne savez pas exactement ce qu'il a. Et rien ne serait plus dangereux que de le confondre sans savoir ce qu'il a. Il faut enfin lui proposer une démarche d'investigation à laquelle il est associé. Elle doit prendre assez de temps pour qu'il intègre progressivement les résultats, mais pas assez de temps pour qu'il perde espoir. Au terme de cette enquête, on doit avoir une hypothèse plausible. Si les symptômes prétendus se sont dissipés entre-temps, la bataille est gagnée. S'ils persistent, c'est déjà une victoire de ne s'être pas pris au piège d'une impasse thérapeutique. Car quand on croit guérir d'une maladie qui n'existe pas, c'est bien souvent pour tomber vraiment malade un peu plus tard. L'effet de boucle a été théorisé par le philosophe Ian Hacking dans 2 livres. Dans le même genre de maladies bizarres qui font des effets de boucle, vous allez trouver le délire d'Ekbom, la fibrose cutanée et quelques autres encore à découvrir dans l'histoire de la psychiatrie notamment. Il y a actuellement une épidémie d'effets de boucle qui m'inquiète particulièrement, c'est l'hypothyroïdie. En tout cas, la prochaine fois, je vous parlerai de tout à fait autre chose, je vous donnerai un petit truc pour se sortir du problème du respect du consentement du patient. D'ici là, portez-vous bien.